Quand un homme vous blesse, déconcertez-le de cette façon. Carl Jung, quand un homme vous blesse profondément, votre première réaction pourrait être de le confronter, de pleurer sans fin, ou même de comploter une forme de vengeance. Mais est-ce vraiment le chemin qui mène à la guérison? Cela vous aide-t-il réellement à reprendre votre pouvoir? La vérité est que ces réactions instinctives vous maintiennent souvent prisonnière de la douleur, cédant votre contrôle émotionnel à quelqu'un qui a déjà montré qu'il ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Avez-vous déjà remarqué comment ces réactions émotionnelles semblent alimenter un cycle qui vous fait vous sentir impuissante? C'est parce que la véritable libération émotionnelle et le pouvoir personnel surviennent lorsque vous refusez de jouer le rôle de victime. Lorsque vous prenez du recul et choisissez une réponse complètement différente. Beaucoup de femmes comprennent mal ce que signifie réellement le pardon dans ces situations. Le pardon ne consiste pas à accepter ce qui s'est passé ou à justifier les actions blessantes de quelqu'un. Il ne s'agit pas de dire « ce n'est pas grave », alors que ce n'était clairement pas le cas. Et si le pardon pouvait plutôt être un cadeau que vous vous faites à vous-même, une façon de se libérer du lourd fardeau du ressentiment qui ne fait que vous alourdir tandis que la personne qui vous a blessé avance librement dans la vie? Pensez-y, lorsque vous vous accrochez à la colère et à la douleur, qui souffre le plus? Vous ou la personne qui vous a blessé? La réalité est que porter ces émotions négatives est épuisant. Cela draine votre énergie, obscurcit votre jugement et vous empêche de vous engager pleinement dans les belles possibilités qui existent encore dans votre vie. L'approche que je partage avec vous aujourd'hui inverse le scénario traditionnel. Au lieu de vous concentrer sur le fait de lui faire comprendre votre douleur, ce qui fonctionne rarement de toute façon, et si vous vous concentriez sur la reprise de contrôle de vos propres émotions et de votre orientation de vie. Et si votre réaction à la blessure pouvait en fait devenir le catalyseur d'une profonde croissance personnelle. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas avoir été blessé ou de réprimer vos sentiments. Il s'agit de canaliser ces sentiments dans une direction qui sert votre guérison et votre autonomisation plutôt que d'approfondir vos blessures. Il s'agit de comprendre que votre réaction à la douleur peut soit vous y enchaîner, soit vous libérer. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les femmes ont souvent été socialisées à croire que leur valeur est liée aux relations, à pardonner sans limite, à continuer d'essayer même lorsque les efforts ne sont pas réciproques. Mais que se passerait-il si la chose la plus puissante que vous puissiez faire était de vous éloigner, de créer de l'espace et de vous concentrer sur la reconstruction de votre relation avec vous-même? Le chemin que je suis sur le point de partager avec vous a aidé des milliers de femmes à transformer leur douleur en un profond pouvoir personnel. Il les a aidées non seulement à guérir d'un chagrin d'amour, mais aussi à en ressortir plus fortes, plus sûres d'elles, et en fin de compte, plus heureuses qu'elles ne l'étaient avant la blessure. N'est-ce pas à cela que ressemble la vraie victoire? Dans les sections suivantes, je vous guiderai à travers des aspects spécifiques de cette approche, du pouvoir du silence à la véritable signification du pardon et à l'importance de briser les cycles destructeurs. Chaque étape s'appuie sur la précédente, créant un cadre complet pour la libération émotionnelle et l'autonomisation personnelle. Êtes-vous prête à découvrir comment transformer votre douleur en pouvoir? Commençons. Lorsque quelqu'un vous blesse et s'attend à des larmes, de la colère ou des tentatives désespérées de réparer les choses, le silence devient votre réponse la plus puissante. Ce silence ne consiste pas seulement à ne pas parler. Il s'agit de créer une distance émotionnelle et physique complète qui en dit long sans dire un mot. Pourquoi le silence est-il si efficace? Parce qu'il crée un vide, là où vos réactions étaient auparavant. Dans cet espace vide, un homme qui a causé de la douleur est soudainement confronté à quelque chose d'inattendu, les conséquences réelles de ses actes sans l'effet amortisseur de vos réactions émotionnelles. Votre silence l'oblige à supporter l'inconfort de ce qu'il a fait sans la distraction de la gestion de votre réaction. Réfléchissez à ce qui se passe dans la nature lorsque quelque chose est retiré d'un environnement. D'autres éléments se précipitent pour combler ce vide, n'est-ce pas? Il en va de même dans les relations. Votre absence crée un espace qui ne peut être comblé par rien d'autre, certainement pas par les satisfactions temporaires qu'il pourrait rechercher ailleurs. Ce vide devient de plus en plus perceptible au fil des jours.
La plupart des femmes sous-estiment à quel point leur absence peut être puissante. La société nous encourage souvent à nous battre pour les relations, à exprimer notre douleur, à rechercher la compréhension. Pourtant, ces réactions très naturelles peuvent parfois nuire à notre guérison. Lorsque vous disparaissez complètement, pas seulement physiquement, mais en retirant émotionnellement votre énergie, votre attention et votre intérêt, vous créez une réalité où il ressent véritablement une perte. Cette approche perturbe le schéma typique où son comportement blessant déclenche votre réponse émotionnelle, ce qui lui donne ensuite quelque chose contre quoi réagir ou à gérer. Ce cycle vous maintient connecté, même si c'est douloureux. Le fait de le briser par le silence et l'absence modifie toute la dynamique. Vous vous souvenez de ces moments où quelqu'un a soudainement cessé de répondre à vos messages. La réaction humaine naturelle est un intérêt et une inquiétude accrue. Nous valorisons ce qui devient rare. Votre absence rend votre présence rare, et donc plus précieuse à ses yeux. L'ego se nourrit de la réponse, de toute réponse. Lorsqu'un homme vous blesse et reçoit vos larmes ou votre colère, son ego enregistre qu'il compte encore assez pour affecter votre état émotionnel. Pourtant, lorsqu'il est confronté au silence, ce même ego est désorienté. Le carburant émotionnel attendu a disparu. La danse familière s'arrête en plein milieu. Beaucoup de femmes craignent que le silence signifie que l'homme passera simplement à autre chose sans en subir les conséquences. Cela arrive rarement lorsque le silence est déployé efficacement. Les hommes sont particulièrement attentifs aux changements dans les schémas de rétroaction. Lorsque la réponse émotionnelle attendue disparaît complètement, cela déclenche un questionnement profond. Ce questionnement se produit parce que les humains recherchent naturellement une conclusion. Un silence inexpliqué laisse des questions ouvertes auxquelles l'esprit travaille sans relâche pour répondre. Sans vos explications, vos justifications ou vos réactions émotionnelles, il est laissé à lui-même pour combler ces lacunes, souvent avec des réalisations beaucoup plus percutantes que tout ce que vous auriez pu lui dire directement. Qu'en est-il de votre guérison pendant ce silence? Il se produit quelque chose de remarquable lorsque vous vous retirez complètement. Vous recommencez à respirer. Vous voyez des schémas que vous ne pouviez pas percevoir lorsque vous étiez pris dans la tempête émotionnelle. L'espace mental créé par votre retrait permet une clarté qui n'est tout simplement pas possible au milieu d'un conflit ou d'une blessure continue. Ce silence offre également le temps et la distance nécessaires pour évaluer ce qui s'est passé, sans l'afflux constant de nouvelles blessures ou d'excuses temporaires qui remettent à zéro l'horloge de la guérison. Il crée des limites qui protègent votre processus de guérison contre d'autres perturbations. Le silence et l'absence fonctionnent aussi bien que la relation ait été de longue durée ou brève, profonde ou occasionnelle. Le principe reste le même. Retirer complètement votre énergie force une prise de conscience qui n'aurait pas lieu si vous restiez engagé de quelque manière que ce soit. Cette approche peut sembler contre-intuitive lorsque votre instinct vous pousse à faire connaître votre douleur, à rechercher une reconnaissance ou des excuses. Pourtant, la déclaration la plus puissante ne vient pas de ce que vous dites, mais de ce que vous retirez, votre présence, votre attention et votre investissement émotionnel. Alors, comment pratiquer un silence efficace? Tout d'abord, faites en sorte qu'il soit complet, un silence partiel, où vous continuez à consulter les comptes de médias sociaux ou à demander des nouvelles à des amis communs, mine son pouvoir. Deuxièmement, concentrez cette nouvelle énergie sur votre propre guérison et votre propre croissance. Le silence sans développement personnel n'est qu'une attente, et l'attente vous maintient dans un état de suspension plutôt que de transformation. Le silence que je décris devient le fondement de chaque étape qui suit sur votre chemin vers l'autonomisation. Il crée la table rase nécessaire au travail à venir. L'espace entre vous et la personne qui a causé la douleur n'est pas vide du tout. Il est rempli de potentiel pour votre renaissance. Lorsque le silence crée une distance, quelque chose de fondamental change dans la façon dont un homme traite ce qui s'est passé entre vous. Les hommes tirent fondamentalement des leçons différentes de ces conversations explicatives que les femmes initient souvent après avoir été blessées. Les mots, aussi éloquents soient-ils ou aussi honnêtes soient-ils sur le plan émotionnel, créent rarement un changement durable dans les schémas de comportement masculin. Qu'est-ce qui enseigne véritablement des leçons durables? Les conséquences. Des conséquences réelles et tangibles
qui ne peuvent être ni réfutés, ni expliqués, ni manipulés émotionnellement pour disparaître. Pensez aux jeunes enfants qui découvrent les surfaces chaudes. Vous pouvez expliquer le concept de « chaud » à plusieurs reprises. Mais la leçon qui s'imprime vraiment vient du contact momentané qui crée un inconfort. Ce système d'apprentissage primitif, action suivie d'une conséquence, reste notre professeur le plus puissant tout au long de la vie. Lorsqu'un homme cause de la douleur et ne subit aucune conséquence significative, la leçon apprise n'est pas l'importance de mieux traiter les autres. Au lieu de cela, la leçon devient que certains comportements sont finalement acceptables ou gérables. Même s'il y a un inconfort temporaire à travers des disputes ou des larmes, la relation continue souvent selon des schémas similaires. Que se passe-t-il lorsque ces actions entraînent votre retrait complet? La conséquence devient indubitable. Votre absence crée un scénario clair d'avant et d'après qui est directement lié à son comportement. Cette clarté tranche à travers les justifications et les explications qui pourraient autrement diluer l'impact. L'ego masculin joue un rôle crucial dans ce processus. L'identité masculine est souvent centrée sur l'impact, la capacité de créer des effets dans leur environnement, y compris les réponses émotionnelles des autres. Lorsque les actions d'un homme ne génèrent plus aucune réponse de votre part, cela frappe au cœur de cet aspect de l'identité. Un homme habitué à vos réactions émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives, est soudainement confronté à un vide là où ces réactions existaient auparavant. Cette absence de réaction crée une sorte d'inconfort particulière qui pénètre les défenses qui bloqueraient généralement les explications verbales sur les sentiments blessés. De nombreux hommes développent des systèmes sophistiqués pour rationaliser leur comportement ou se défausser de leurs responsabilités lorsqu'ils sont confrontés directement. Ces défenses ont évolué pour protéger leur concept de soi et leur ego. Cependant, ces mêmes défenses ont peu d'effet contre le silence et l'absence. Il n'y a rien à contester, rien à défendre, juste la réalité des conséquences. Ce qui est particulièrement efficace dans cette approche, c'est la façon dont elle redirige l'attention. Au lieu de se concentrer sur vos réactions, qui peuvent parfois être rejetées comme de l'hypersensibilité ou de l'émotivité, sa conscience se tourne vers l'intérieur. Sans vos réactions émotionnelles à gérer ou à analyser, il se retrouve face à ses propres actions et à leurs résultats directs. Le questionnement qui s'ensuit va souvent plus en profondeur que n'importe quelle conversation ne pourrait le déclencher. Accordait-il vraiment de la valeur à ce que vous apportiez à sa vie? Que révèle votre absence sur ce qu'il tenait? Pour acquis? Quelle était l'importance de son erreur de calcul sur ce que vous étiez prêt à tolérer? Ces réalisations ont du poids précisément parce qu'elles ne sont pas suscitées par vos arguments, mais par sa propre reconnaissance. De la perte. La société prépare rarement les hommes à traiter les conséquences émotionnelles avec le même sérieux que les conséquences matérielles. Dès leur plus jeune âge, les garçons bénéficient souvent d'une plus grande marge de manœuvre émotionnelle, tout en étant soumis à des normes plus strictes dans les domaines de la performance. Cela crée un développement inégal, où les impacts émotionnels peuvent ne pas être perçus comme des conséquences réelles, jusqu'à ce que quelque chose de tangible, comme votre absence totale, les rende impossibles à ignorer. Ce processus fonctionne parce qu'il respecte le fonctionnement typique de la psychologie masculine. Plutôt que d'essayer de forcer la compréhension par des méthodes qui réussissent rarement, il crée des conditions où la compréhension peut émerger organiquement à travers l'expérience de la conséquence. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est qu'il ne s'agit pas de punir ou de manipuler. Il s'agit de permettre aux conséquences naturelles de se produire plutôt que de les amortir par un engagement continu. Il s'agit de se retirer du rôle d'éducatrice émotionnelle, un rôle qui épuise et dévalorise de nombreuses femmes. Lorsque votre absence devient l'enseignante, vous êtes libre de vous concentrer sur votre propre guérison plutôt que de gérer son processus de croissance. Cette séparation profite aux deux parties. Il subit de véritables conséquences qui pourraient mener à un changement significatif, tandis que vous récupérez l'énergie auparavant dépensée à essayer de créer une compréhension par des méthodes qui fonctionnaient rarement. L'impact sur l'ego masculin devient particulièrement prononcé avec le temps. Ce qui pourrait initialement être considéré comme un retrait émotionnel temporaire se transforme progressivement en la reconnaissance d'une perte permanente.
Cette progression du rejet à la reconnaissance puis au regret suit un calendrier naturel qui ne peut être accéléré par des conversations ou des confrontations. Le concept de pardon est si souvent mal compris que de nombreuses femmes le rejettent complètement, et cela se comprend. Que signifie réellement pardonner à quelqu'un qui a causé une douleur importante? Le pardon signifie-t-il accepter un comportement inacceptable? Exige-t-il de laisser cette personne revenir dans votre vie? Le vrai pardon ne ressemble en rien à ces idées fausses courantes. Le pardon authentique ne concerne pas du tout l'autre personne. Il s'agit de vous libérer des chaînes émotionnelles qui vous maintiennent liés à la douleur. Quand quelqu'un vous blesse, deux blessures distinctes se produisent. Il y a d'abord la blessure initiale, la trahison, le manque de respect ou le mauvais traitement lui-même. La deuxième blessure survient ensuite, lorsque le ressentiment, la colère et la douleur continuent de circuler dans votre système émotionnel, parfois pendant des mois, voire des années après l'événement. La première blessure vient de l'autre. La deuxième blessure est celle que nous nous infligeons inconsciemment en portant le fardeau émotionnel à long terme. Le pardon s'attaque à cette deuxième blessure. C'est le processus qui consiste à vous libérer de ce lourd fardeau émotionnel, non pas parce que l'autre personne mérite d'être soulagée, mais parce que vous méritez la liberté. De nombreuses traditions psychologiques reconnaissent cette distinction. Le psychologue des profondeurs Carl Jung a observé que le fait de s'accrocher au ressentiment, c'est comme boire du poison, en espérant que quelqu'un d'autre en mourra. Les dommages continuent de vous affecter, alors que l'autre personne reste souvent insensible à votre souffrance continue. Que se passe-t-il physiologiquement lorsque vous entretenez le manque de pardon? Votre corps reste en tension subtile. Les hormones de stress circulent à des niveaux élevés. Votre système nerveux reste partiellement activé dans une posture défensive. Ce tribut physique s'accumule, affectant tout, de la qualité du sommeil à la fonction immunitaire. Le pardon devient alors non seulement une pratique émotionnelle, mais aussi une intervention pour la santé physique. Pardonner signifie-t-il oublier ce qui s'est passé? Absolument pas. Les leçons tirées d'expériences douloureuses deviennent une sagesse précieuse qui vous protège à l'avenir. Le pardon n'efface pas le passé, il transforme votre relation avec lui. Le souvenir demeure, mais son pouvoir de déclencher une détresse émotionnelle diminue. Le processus de pardon commence par la reconnaissance. Beaucoup de femmes essaient de minimiser leur douleur, se disant qu'elles réagissent de manière excessive ou qu'elles devraient être passées à autre chose maintenant. Ce rejet de soi bloque le processus de pardon avant même qu'il ne puisse commencer. La guérison commence par l'acceptation de la réalité de votre douleur sans jugement. Ensuite, il faut reconnaître que le pardon se fait par étapes et non pas d'un seul coup. Vous pouvez pardonner certains aspects avant d'autres. Vous pouvez vivre des jours de libération suivis de retours temporaires à la colère. Ce n'est pas un échec, c'est le rythme naturel du traitement émotionnel. Une distinction essentielle doit être faite entre le pardon et la réconciliation. Le pardon se produit intérieurement, dans votre propre cœur et votre propre esprit. La réconciliation implique de reconstruire une relation avec la personne qui a causé le préjudice. Ces processus peuvent se dérouler séparément. Vous pouvez pardonner complètement à quelqu'un tout en maintenant des limites fermes qui l'empêchent de revenir dans votre vie. Pourquoi maintenir des limites après le pardon? Parce que le pardon ne signifie pas prendre le risque de subir des préjudices répétés. Cela ne signifie pas faire semblant que des schémas problématiques vont soudainement disparaître. Un pardon sain inclut un discernement sain quant aux relations qui soutiennent votre bien-être et à celles qui le minent. La libération qui découle d'un véritable pardon se manifeste de manière surprenante. De nombreuses femmes rapportent qu'elles se souviennent soudainement d'aspects d'elles-mêmes qu'elles avaient perdus pendant des relations douloureuses. La créativité revient, la joie spontanée réapparaît, les intérêts abandonnés pendant la relation refont surface. Cela se produit parce que l'énergie émotionnelle auparavant, consommée par le ressentiment, redevient disponible. Comment savoir si le pardon est réel? Lorsque les pensées de la personne ne déclenchent plus de réactions émotionnelles intenses. Lorsque vous pouvez reconnaître ce qui s'est passé sans être replongé dans le sentiment que cela se produit. Lorsque vous pouvez leur souhaiter du bien, pas nécessairement en relation avec vous, mais dans leur parcours de vie en général, sans que ce souhait ne semble forcé ou faux.
Cette forme de pardon ne laisse pas de place au retour de la personne dans votre vie si elle a fait preuve de schémas de manque de respect ou de dévalorisation. Elle vous libère simplement du fait que votre état émotionnel soit lié à leurs actions et à leur existence. Le paradoxe ultime du pardon est que, bien qu'il semble profiter à la personne qui vous a blessé, son véritable pouvoir réside dans la façon dont il transforme votre expérience. Vous pardonnez non pas pour les libérer des conséquences, mais pour vous libérer du fardeau émotionnel permanent de leurs actions. Lorsque le pardon se combine à la puissance du silence et de l'absence évoquée précédemment, quelque chose de remarquable se produit. Vous créez des conditions dans lesquelles vous et la personne qui a causé la douleur vivez d'importantes vérités. Elle fait face à la conséquence de la perte, tandis que vous vivez la liberté de la libération émotionnelle. Ce double processus se déroule sans contact, dispute ou explication continue. La liberté émotionnelle acquise grâce à un pardon authentique devient le fondement de la prochaine étape cruciale, briser les cycles destructeurs qui pourraient autrement se poursuivre avec de nouvelles relations. La véritable transformation se produit lorsque les schémas changent, et pas seulement les situations individuelles. De nombreuses femmes réussissent à prendre leur distance par rapport à une relation douloureuse, mais retrouvent des dynamiques similaires dans la suivante. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que tant que les cycles destructeurs ne sont pas consciemment reconnus et délibérément brisés, ils ont tendance à se répéter avec de nouvelles personnes sous des formes légèrement différentes. Ces cycles commencent souvent tôt dans la vie, parfois dans l'enfance, où nous développons des croyances inconscientes sur ce à quoi ressemble l'amour, le traitement que nous devrions accepter et le rôle que nous jouons dans les relations. Ces expériences formatrices créent des modèles que nous cherchons inconsciemment à reproduire plus tard, même lorsque ces modèles incluent des éléments de douleur ou de manque de respect. Rompre ces cycles exige plus que simplement quitter une relation spécifique. Cela exige de reconnaître les schémas plus larges dont cette relation faisait partie. Quelles dynamiques vous semblaient étrangement familières, même lorsqu'elles étaient malsaines? Quel rôle vous êtes-vous retrouvé à jouer à plusieurs reprises? Quels signaux d'alarme avez-vous remarqués mais ignorés ou expliqués? Ce processus de reconnaissance ne consiste pas à s'auto-blâmer. Vous n'avez pas consciemment choisi des schémas douloureux. Ces cycles se perpétuent parce qu'ils opèrent en dessous du niveau de conscience, se sentant familiers plutôt qu'alarmants, même lorsqu'ils devraient susciter l'inquiétude. Fermer complètement les chapitres devient essentiel à ce travail de rupture des schémas. Lorsque vous laissez une porte partiellement ouverte, par le biais d'une communication continue, de la surveillance des médias sociaux, en envisageant des scénarios de « et si » concernant une réconciliation, vous maintenez des liens avec les cycles mêmes que vous essayez de briser. Cette fermeture partielle maintient l'énergie émotionnelle liée à d'anciens schémas, plutôt que disponible pour en créer de nouveaux. Comment savoir quand un chapitre est vraiment clos? Lorsque le nom de la personne qui apparaît sur votre téléphone ne déclenche plus de réaction d'adrénaline. Lorsque vous pouvez passer devant des endroits que vous fréquentiez ensemble sans flashback émotionnel. Lorsque des amis communs les mentionnent et que votre réaction interne est calme plutôt que chargée, une fermeture complète nécessite souvent des mesures pratiques, au-delà du traitement émotionnel. Il peut s'agir de supprimer les rappels de votre environnement, d'établir des limites claires avec les relations communes concernant les informations que vous souhaitez ou non partager, et de créer de nouvelles routines qui ne déclenchent pas d'association avec la relation passée. Qu'est-ce qui rend la fermeture particulièrement difficile? Notre tendance à l'espoir, en particulier l'espoir que les gens se transformeront en les versions d'eux-mêmes qu'ils ont parfois montrées ou promis de devenir. Cet espoir, bien que naturel et même beau dans certains contextes, devient destructeur lorsqu'il vous maintient lié à des relations qui ont démontré une incompatibilité fondamentale avec votre bien-être. L'importance de clore les chapitres dépasse la relation spécifique qui a causé de la douleur. Les chapitres ouverts drainent l'énergie nécessaire pour créer l'avenir que vous méritez. Ils occupent une bande passante mentale et émotionnelle requise pour reconnaître de nouvelles opportunités plus saines lorsqu'elles se présentent. Ils communiquent subtilement aux autres que vous n'êtes pas entièrement disponible pour de nouvelles connexions. Beaucoup de femmes craignent que le fait de clore complètement un chapitre signifie qu'elles ont échoué dans leur relation ou qu'elles ont abandonné trop facilement. Cette perspective comprend mal à quoi servent les relations.
Les relations existent pour soutenir la croissance mutuelle, la joie et le bien-être. Lorsqu'elles sapent constamment ces éléments, y mettre fin représente la sagesse plutôt que l'échec. Ce processus de clôture rencontre parfois une résistance de la part des autres. Des amis ou des membres de la famille peuvent encourager la réconciliation en se basant sur leur propre malaise face aux fins définitives ou sur leur compréhension incomplète de ce qui s'est passé. Rester ferme dans votre décision exige de faire confiance à votre expérience plutôt qu'aux interprétations des autres. Que se passe-t-il lorsque vous réussissez à clore les chapitres qui devaient se terminer? Vous ressentez une expansion des possibilités. Les options qui semblaient indisponibles lorsque l'énergie émotionnelle restait liée aux relations passées deviennent soudainement visibles. De nouvelles personnes entrent dans votre vie et s'alignent sur votre compréhension évoluée de ce à quoi ressemble une connexion saine. Le processus de rupture des cycles et de clôture des chapitres crée un espace pour quelque chose d'essentiel, le discernement. Cette capacité raffinée à distinguer les relations qui soutiendront votre croissance de celles qui la saperont devient de plus en plus précise. Les signaux d'alarme qui prenaient autrefois des mois ou des années à reconnaître deviennent apparents beaucoup plus tôt. Ce discernement croissant ne signifie pas devenir cynique ou fermé à la connexion. Cela signifie développer un système de guidage interne finement réglé qui reconnaît à la fois les opportunités authentiques et les dommages potentiels avec une plus grande précision. Ce système fonctionne non pas par peur, mais par une clarté quant à votre propre valeur et à ce qui mérite véritablement une place dans votre vie. Lorsque vous fermez complètement des chapitres et brisez les cycles destructeurs, vous communiquez quelque chose d'essentiel à vous-même et aux relations futures, que vous vous valorisez trop pour accepter des relations qui diminuent plutôt qu'elles n'enrichissent votre expérience de vie. Cette norme, une fois établie, s'auto-renforce. Chaque fois que vous l'honorez, votre confiance en votre propre discernement grandit. L'achèvement de ce processus prépare le terrain pour l'élément final de la transformation, tourner pleinement l'attention vers votre propre croissance et devenir quelqu'un qui ne résonne plus avec les dynamiques qui causaient autrefois de la douleur. L'élément final et le plus puissant de tout ce processus se produit lorsque vous tournez votre attention complètement vers votre propre développement. Ce changement, qui consiste à cesser d'essayer de comprendre ou de changer une autre personne pour investir pleinement dans votre propre croissance, marque le véritable début de l'autonomisation. Quels aspects de vous-même ont été négligés pendant la relation douloureuse? Quels intérêts avez-vous mis de côté? Quelles amitiés se sont estompées alors que vous consacriez de l'énergie à gérer les difficultés relationnelles? Ces questions révèlent des opportunités de renouveau et d'expansion qui se présentent lorsque vous récupérez votre énergie des situations qui l'ont épuisée. De nombreuses femmes découvrent que les relations douloureuses ont occupé tellement de bandes passantes émotionnelles et mentales que leur propre croissance a stagné de manière significative. L'avancement de carrière a ralenti. Les projets créatifs sont restés en suspens. La santé physique a souffert du stress ou de la négligence. Lorsque l'attention revient à ces domaines, une accélération remarquable se produit souvent. Ce renouveau ne consiste pas à se distraire de la douleur. Il s'agit de redécouvrir des dimensions de vous-même qui existaient avant la relation et qui continueront bien après. Il s'agit de reconnaître que, même si la douleur a pu être un chapitre de votre histoire, elle n'a pas besoin de définir l'ensemble du récit. Le processus de transformation fonctionne plus efficacement lorsqu'il est abordé de manière holistique. Le bien-être physique crée l'énergie nécessaire au traitement émotionnel. L'engagement intellectuel offre une perspective sur les expériences émotionnelles. Les liens sociaux offrent un soutien et un effet miroir qui valident votre valeur en dehors de la relation douloureuse. Les pratiques spirituelles vous relient à un sens qui dépasse les circonstances temporaires. Que se passe-t-il neurologiquement pendant cette période de transformation? De nouvelles voies neuronales se forment lorsque vous vous engagez dans différentes activités, découvrez de nouveaux environnements et pratiquez des réponses émotionnelles différentes de celles qui dominaient la relation. Ces nouvelles voies deviennent progressivement plus fortes que les anciennes associées à la douleur, ce qui modifie non seulement votre façon de penser, mais aussi vos réactions émotionnelles instinctives. De nombreuses femmes constatent que le mouvement physique accélère particulièrement ce processus de recablage. Les activités qui combinent la concentration mentale et la coordination physique, danse, randonnée, arts martiaux, yoga,
semble particulièrement efficace pour intégrer de nouveaux schémas à la fois par le corps et l'esprit. La période de transformation permet également de réévaluer les valeurs et les priorités qui ont pu être déformées pendant la relation. Avez-vous fait des compromis sur des choses qui comptent réellement beaucoup pour vous? Avez-vous adopté des valeurs qui n'étaient pas vraiment les vôtres pour maintenir l'harmonie? Ce recalibrage crée une base authentique pour aller de l'avant. Au fur et à mesure que cet investissement en vous-même se poursuit, quelque chose de remarquable commence à se produire. Les qualités mêmes qui ont été diminuées pendant la relation douloureuse, votre confiance, votre clarté, votre créativité et votre joie, non seulement reviennent, mais se développent tout souvent au-delà de leur niveau précédent. Cela se produit parce que la croissance s'accélère lorsque nous y consacrons toute notre attention au lieu de la partager entre notre développement et la gestion de dynamiques difficiles. Quel message cet investissement personnel envoie-t-il à la personne qui a causé la douleur? Il communique que son impact, bien que significatif sur le moment, n'a pas été assez puissant pour vous diminuer de façon permanente. Il démontre que votre valeur et votre potentiel existaient indépendamment de sa reconnaissance ou de son appréciation. Ce message est enregistré, qu'il y ait ou non un contact direct. La preuve apparaît par le biais de relations mutuelles, de cercles sociaux ou simplement par l'énergie que vous apportez à de nouvelles situations. Cette transformation crée une forme de responsabilité particulièrement puissante. Lorsque quelqu'un cause une douleur qui catalyse finalement votre croissance vers une version plus forte et plus claire de vous-même, cette personne est confrontée à une conséquence unique, voir que ses actions, au lieu de vous diminuer, ont finalement contribué à votre expansion. Comment cette transformation affecte-t-elle les relations futures? L'énergie que vous apportez aux nouvelles connexions change fondamentalement. Plutôt que de chercher quelqu'un pour vous faire sentir valorisé, vous entamez des relations déjà connectées à votre propre valeur. Ce changement élimine le désespoir qui conduit souvent à accepter un mauvais traitement, créant ainsi un espace pour des connexions basées sur l'amélioration mutuelle plutôt que sur le besoin émotionnel. Votre capacité à reconnaître une compatibilité authentique s'améliore considérablement pendant cette période. Le contraste entre ce que vous ressentez dans des relations saines et ce que vous ressentiez dans la relation douloureuse devient frappant et indubitable. Ce contraste clair rend presque impossible de se contenter de moins que ce que vous méritez. Une fois que vous avez fait l'expérience de la différence, beaucoup de femmes craignent que se concentrer entièrement sur leur propre développement semble égoïste ou narcissique. Cette préoccupation témoigne d'une incompréhension de ce à quoi ressemble un véritable investissement personnel. Le véritable développement personnel élargit votre capacité de connexion, de contribution et de compassion. Il ne diminue pas ces qualités, mais les améliore en éliminant les schémas qui limitaient auparavant leur expression. L'autonomisation, qui émerge de ce processus, ne concerne pas le pouvoir sur les autres. Il s'agit de la souveraineté au sein de votre propre vie, la capacité de faire des choix conformes à vos valeurs, de maintenir des limites qui protègent votre bien-être et de créer des connexions qui reflètent le respect mutuel plutôt qu'un déséquilibre de pouvoir. Cette souveraineté devient visible pour les autres. La clarté dans vos yeux, le caractère décisif de vos choix, l'absence de recherche anxieuse d'approbation, ces qualités communiquent quelque chose de fondamental sur la façon dont vous vous rapportez maintenant à vous-même et sur ce que vous accepterez ou non des autres. Quand ce processus de transformation s'achève-t-il? En réalité, il ne s'achève pas. Une fois qu'il est lancé, il devient un voyage continu d'expansion et de raffinement. Ce qui arrive à son terme, c'est le chapitre contenant la douleur spécifique qui a déclenché cette croissance. Cette histoire trouve sa résolution non pas en changeant l'autre personne ou en recevant les excuses que vous méritiez, mais grâce à votre propre évolution au-delà de la personne qui a vécu cette douleur. L'indicateur le plus profond d'une transformation réussie apparaît lorsque vous pouvez honnêtement reconnaître que vous ne reviendriez pas à cette relation, même si l'autre personne changeait complètement. Cette reconnaissance n'émerge pas de l'amertume, mais de la clarté. Vous avez dépassé la compatibilité avec la dynamique que cette relation contenait, quelle que soit l'évolution de l'autre personne. Tout ce parcours, de l'utilisation, du silence pour créer des conséquences,
en passant par le pardon qui vous libère plutôt que l'autre, par la rupture des cycles et la clôture complète des chapitres, jusqu'à l'investissement total dans votre propre développement. Crée quelque chose de remarquable. Il transforme ce qui a commencé comme une blessure douloureuse en catalyseur de votre croissance la plus significative. L'autonomisation ultime se produit lorsque vous reconnaissez que ce qui semblait être quelqu'un qui vous enlevait du pouvoir est en fait devenu le catalyseur pour revendiquer en vous un pouvoir qui ne pourra plus jamais vous être enlevé. Cette transformation n'efface pas la réalité que ce qui s'est passé était mal ou que vous méritiez un meilleur traitement. Elle garantit simplement que l'histoire ne se termine pas avec cette blessure, mais qu'elle se poursuit à travers votre remarquable renouveau et votre expansion.